L'émergence d'Internet, qui a démultiplié à l'infini l'information, a remis en cause ces distinctions traditionnelles, puisqu'il permet de diffuser par le même médium des contenus relevant de la correspondance privée, de la presse et de l'audiovisuel. Ces spécificités conduisent donc à s'interroger, d'une part, sur ce qui relève pour les journalistes et les citoyens du droit à l'information, d'autre part, sur l'efficacité des mesures prises par les pouvoirs publics à l'encontre des contenus illicites. Et la protection des personnes privées est pour nous quelque chose de très important. Nous connaissons, nous élus, les attaques sous pseudonyme. Jusqu'à quand va-t-on tolérer tout, n'importe quoi et dans n'importe quelles conditions? Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs pour Facebook et plusieurs centaines de millions pour Twitter, les grandes plateformes du web se retrouvent arbitres de la liberté d'expression et doivent assumer leur rôle. Si les pouvoirs publics peuvent inciter les plateformes à mettre en œuvre des mesures de surveillance générale des contenus, cette intervention d'acteurs privés pose des questions quant à sa légitimité. Peut-on parler de privatisation de l'exécution de la loi? Pour nous, c'est inacceptable. Non seulement les États sont fondés à réglementer Internet, mais ils ont la capacité et plus que jamais le devoir de le faire. Il nous faut trouver, et vite, le juste équilibre entre la liberté d'expression sur Internet, nécessaire, et la responsabilité assumée des paroles, des écrits et des actes de chacun, car il n'est pas concevable qu'on puisse continuer à écrire, à dire n'importe quoi, à provoquer, à susciter le terrorisme avec les conséquences que l'on sait. En 2015, soit plus de 30 ans après sa création, Internet offre au monde un autre visage, celui d'un espace sans foi ni loi, permettant la diffusion du pire de ce que l'humanité a pu produire. Internet favorise l'expression de tous, peu importe leur opinion et leurs croyances. Aujourd'hui, le pire a atteint son paroxysme. Aujourd'hui, les islamistes les plus radicaux ont épousé le projet politique d'instaurer un califat mondial, assassinant quiconque s'y opposerait. Mais l'État islamique mène aussi une autre guerre dont le théâtre ne connaît pas de frontières. À cause d'Internet, il bénéficie d'une existence médiatique sans limite. Dès lors, Internet n'est plus un simple moyen de communication, c'est une sphère d'expansion inouïe où les propagandes les plus fanatiques peuvent être distillées en toute légitimité. Internet est un nouveau théâtre d'opération dans notre lutte contre le terrorisme. Ainsi, la vraie question dépasse la seule liberté de la presse sur Internet. La vraie question, c'est la gouvernance d'Internet et les actions que peuvent mener tant les responsables politiques que les grands acteurs du net. De fait, je veux saluer l'initiative de M. Cazeneuve qui s'est entretenu avec les représentants des géants du net que sont Facebook et Google. Souvenons-nous que tous les supports d'information peuvent être utilisés à de mauvaises fins. Le génocide rwandais a été insufflé par les ondes d'une radio. Si la radio a pu servir d'instrument de destruction, il en va de même pour Internet. N'importe quel support peut véhiculer la haine. Nous ne pouvons nous abriter derrière la liberté de la presse, derrière la loi de 1881, pour justifier notre passivité. La liberté de la presse est au service de l'homme, de sa dignité, de sa conscience. Elle n'est pas au service de sa destruction et de ses desseins nihilistes. Donner aux terroristes l'accès à cette liberté, ce n'est plus défendre la liberté, c'est la confier à des fossoyeurs. Nous devons être vigilants, car nous avons vu que tout est bon pour radicaliser. Des jeunes ont succombé à la violence et au djihad par l'exploration et la lecture de sites. Leur voyage virtuel a ainsi débouché sur une violence réelle. Notre arsenal législatif doit donc être adapté et modernisé. Puisque la révolution numérique a complètement transformé les conditions et les possibilités d'expression et de communication et a donc percuté de plein fouet la presse. On peut parler de son équilibre, de son modèle économique, le métier de journaliste, mais aussi sa place spécifique dans la fabrication et la transmission d'informations au regard de la possibilité nouvelle pour chacun, à travers les réseaux sociaux et le net en général, de s'exprimer sans retenue, tout en bénéficiant de l'encadrement législatif permettant de protéger de façon spécifique les journalistes. Et c'est là qu'il y a le sujet. C'est qu'une loi qui a été faite à un moment donné où l'essentiel de la liberté d'expression, son véhicule, était la presse, le papier, l'imprimerie. Aujourd'hui,
bénéficie à tout citoyen qui n'a absolument aucune contrainte, entre guillemets, ou aucune formation, ou aucune responsabilité qui doit être celle du journaliste, qui est encadré quand même par un code de déontologie, même si là-dessus il faudrait peut-être renforcer cet aspect-là, mais c'est à la profession de s'organiser. La presse est libre, mais cette liberté est encadrée par des principes qui évitent les abus, c'est-à-dire la diffamation, l'injure notamment. Plus tard, s'attachant à épouser l'évolution de notre société, le législateur a puni la discrimination avec une loi, Pleven, en 1972, ou le négationnisme des crimes perpétrés par le régime nazi, avec la loi Guesso du 13 juillet 1990. Notre droit ne punit pas la libre expression, il limite l'expression qui enferme, divise, se déploie avec la volonté de s'attaquer au pacte républicain. Donc il n'y a pas de liberté d'expression sans limite qui n'est pas encadrée par les principes qui fondent la République. Il évite. Donc en cela, ce ne serait pas bon de verser dans ce domaine, dans ce que l'on fait parfois dans l'économie, le libéralisme à tout crin. C'est la même idéologie d'ailleurs. Il évite que le journalisme retourne ses armes contre lui-même. Et ce faisant, il prend acte de certaines dérives qu'a connues déjà la presse. L'affaire Salengro, la mise en ligne de textes vidéo aujourd'hui, qui remettent en cause notre histoire ou organisent une conférence mémorielle qui n'a pas lieu d'être, les théories conspirationnistes, et dans l'univers d'Internet, le fait que, puisque tout le monde peut même trafiquer des images, faire des montages, etc., eh bien, l'expression qui va venir d'un média avec des journalistes professionnels est mise au même niveau que l'expression de n'importe qui a ses moyens techniques, et de là, plus aucune information n'est fiable, donc toutes les théories du complot sont à l'œuvre et sont mises au même niveau, ont la même valeur informative. Et c'est là-dessus, plus les élites sont contestées, plus les politiques, les journalistes sont remis en question, et on voit ce terreau avec le populisme dans d'autres sphères de la société, eh bien plus on va considérer même que ce qui va venir d'un média est moins crédible et prête à suspicion, beaucoup plus que celle qui va venir d'un simple citoyen anonyme caché derrière on ne sait quoi pour diffuser de l'information. Alors on ne peut pas rester les bras croisés. L'Internet, c'est pas, on n'a pas à dire c'est le pire des trucs, j'ai entendu, ou c'est le meilleur des trucs pour ceux qui y voient. Franchement, l'imprimerie, c'était génial, mais on pouvait aussi imprimer des, j'allais dire un gros mot, mais des choses ignobles, et diffuser grâce à l'imprimerie des choses ignobles, mais aussi éveiller les esprits et permettre vraiment des avancées tout à fait considérables dans le domaine de la pensée et de la science. La télé, on nous a dit « Ah, c'est un truc d'abêtissement, etc. » Mais on a vu aussi les potentialités gigantesques. Le net, ça va être la même chose. Si la loi du 29 juillet 1881 est un pilier de notre démocratie, il est certain que son cadre procédural n'est pas adapté à ce qu'il convient d'appeler le Web 2.0 et sa masse de blogs, réseaux sociaux et autres plateformes de discussion. L'urgence est aujourd'hui d'améliorer la lisibilité de cette loi, de préciser les notions d'espace public et d'espace privé, de réformer son cadre procédural. C'est notre rôle et même notre devoir de législateur. Beaucoup reste à faire pour que la lutte contre les discours haineux sur Internet ait de réelles retombées positives en matière de législation, bien entendu, mais également, et peut-être surtout, en matière d'éducation. Il est ainsi fondamental d'enseigner aux plus jeunes à faire la différence entre ce qui relève du délit et ce qui relève de la liberté d'expression, et de leur faire comprendre que si le net doit demeurer un espace de liberté, il n'est pas pour autant un espace d'impunité. En fait, chers collègues, il est urgent de créer, comme le demande la CNCDH, un ordre public numérique. Si Internet est un outil formidable de communication et d'échange collaboratif, il peut malheureusement aussi se révéler
un véritable instrument d'endoctrinement de l'opinion, l'efficacité de la propagande obscurantiste affinée de Daesh, pour ne prendre qu'un exemple, ou la prolifération des théories complotistes à chaque événement qui sapent littéralement les bases de la confiance en l'État, doivent nous inviter à adapter notre droit. Sans compter qu'il existe de nombreuses manières de contourner ce blocage, accès aux pages en cache, utilisation des serveurs DNS, ces systèmes de nom de domaine alternatifs pour échapper à la redirection des fournisseurs d'accès à Internet ou recours à réseaux chiffrés, et j'en passe. Le blocage des sites n'a été que partiel. Cet opérateur, et non des moindres, certains opérateurs et non des moindres, n'ont pas appliqué le dispositif du gouvernement. Alors que le groupe Anonymous a publié récemment une liste de plus de 9000 comptes Twitter liés à l'État islamique afin d'exercer une pression sur cet hébergeur, la puissance publique peut-elle se contenter de se reposer sur la société civile? Ne peut-elle anticiper certaines évolutions, reconquérir un pouvoir, du moins une influence sur le cours des choses? La question de la gouvernance d'Internet est donc, à ce titre, plus que jamais lancinante. Elle touche à la manière aussi dont nous voulons redéfinir les contours de la liberté d'expression. La loi de 1881 offre un régime trop protecteur à cette exaction, à ces exactions, et donc une faille pour ceux qui portent atteinte aux valeurs de la République. De peut-être vouloir détricoter le texte de 1881, le moment est venu de le préserver, peut-être de le renforcer d'ailleurs, mais surtout, bien sûr, de l'adapter à Internet. En effet, en un sens, Internet et la loi sur la liberté de la presse sont inextricablement unis par l'esprit libertaire qui les caractérise. Ils sont avant tout un instrument précieux au service de l'un des droits de l'homme les plus précieux, en l'occurrence la liberté de communication des opinions et des pensées, article 11 de la Déclaration de 1789. Cependant, face aux solitudes interactives, aux pseudonymes qui masquent les véritables identités, aux écrans qui agissent tels des barrières protectrices, le sentiment d'impunité sur l'espace web croît et favorise la prolifération de discours nauséabonds, aussi bien que des forums ou sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, il serait peut-être opportun de réfléchir effectivement précisément à la notion d'ordre public numérique, afin que l'espace Internet ne soit plus synonyme d'impunité pour les individus, tout en étant bien sûr régi par des considérations englobant l'ensemble des droits fondamentaux. Par-delà la belle loi sur la liberté de la presse, l'article 6.2 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, obligeant les acteurs d'Internet à coopérer avec les autorités judiciaires et administratives pour permettre l'identification de personnes ayant contribué à la création de contenus illicites, doit à terme s'imposer aux grandes entreprises américaines qui hébergent des discours de haine sur leur site et qui revendiquent l'extranéité juridique eu égard à leur domiciliation de siège social. Le dialogue avec ces hébergeurs, entrepris par le ministère de l'Intérieur, est une première étape vers la régulation de l'espace Internet. La parole est à Madame la ministre. Alors Internet, qui est un outil, c'est aussi l'outil du pire. Et malheureusement, nous l'avons connu tout récemment dans notre pays. Alors ce pire doit-il signer le glas de la loi de 1881 ? Jusqu'à présent, des réponses assez tranchées avaient permis la sanction des propos haineux, et non, Internet n'est pas une zone de non-droit. Cependant, les exemples de condamnation sont restés relativement peu nombreux. J'en citerai certains. Une condamnation à 10 000 € d'amende, par exemple, du responsable d'un blog sur lequel des commentaires racistes ont été publiés. Une condamnation à 40 heures de travaux d'intérêt général et à 300 € d'amende de 2 jeunes qui avaient créé une page Facebook appelant à l'euthanasie d'un jeune handicapé. Une condamnation à 1 000 € d'amende pour une personne ayant créé une fausse page Viadeo qui était diffamatoire au nom de quelqu'un d'autre. Mais alors pourquoi ce sentiment d'impunité? Pourquoi cette impression qu'aujourd'hui tout peut être dit et écrit sur les réseaux sociaux, que, à moins de se lancer dans des combats judiciaires onéreux et longs, eh bien justice ne peut pas être rendue?
Je crois que cette loi de 1881, elle doit être réformée à l'heure du numérique. Au-delà du travail législatif, le gouvernement prépare un plan de lutte contre le racisme qui abordera en partie ce sujet. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante, vient aussi de me rendre un avis sur la lutte contre les discours de la haine sur Internet. Dans cet avis, la Commission considère qu'un certain nombre de dispositions procédurales incluses dans la loi de 1881 sont aujourd'hui manifestement en décalage avec l'expression publique sur Internet. Et la Commission recommande un certain nombre d'améliorations. J'en citerai certaines ici qui ont particulièrement retenu mon attention et qui feront l'objet d'un travail intergouvernemental. D'abord, préciser et actualiser les notions d'espace public et d'espace privé dans le web. Ensuite, envisager la numérisation des procédures. Les assignations, les significations, les dépôts de plaintes peuvent et doivent se faire en ligne. Il faut simplifier et faciliter les procédures de référé par la création, pourquoi pas, d'un référé numérique. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, la justice peut être plus accessible à tous, plus rapide et plus efficace. Il faudrait aussi prévoir un droit de réponse effectif sur Internet au profit des associations antiracistes. Vous l'aurez compris, je considère pour ma part qu'il est temps de réformer cette grande loi de 1881 sans pour autant remettre en cause son esprit et son équilibre. Il s'agit finalement de la moderniser, de la numériser. J'ai d'ailleurs le sentiment que c'est l'esprit qui est partagé par les sénateurs qui se sont exprimés cet après-midi. Je pense en particulier au sénateur Joyandet. J'apprécie une formulation juridique qui a été avancée par mesdames les sénatrices Benbassa et Robert, celle d'un ordre public numérique. Effectivement, la question de l'ordre public, cet ensemble de lois applicables au-dessus du socle juridique classique, eh bien, pourrait inclure une dimension numérique. Et on peut effectivement citer, outre la lutte contre les propos racistes, les propos antisémites, l'importance de lutter au quotidien contre les expressions homophobes très et trop présentes sur Internet et les réseaux sociaux.